Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's done it! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle partie actualité pour ce début de semaine qui va arriver bientôt avec le foot, encore du foot, toujours du foot bien évidemment. C'est le but de cette chaîne bien évidemment. Et puis on se retrouve toujours avec Brio et Mathéo pour aborder beaucoup de sujets. Comment tu vas Mathéo en cette belle journée de football? Bonjour messieurs, ça va très bien, sous un beau soleil. Et puis on va parler football, donc comment aller mal? L'été arrive effectivement, Mathéo est déjà à la plage dans sa tête bien évidemment. Et l'été arrive, mais l'été arrive avec du football. Et pour ça, j'ai bien évidemment Brieux pour parler football également avec nous. Bien évidemment, en tongs sur la plage. Comment ça va Brieux? Ah, ça va, comme Mathéo, en tongs dans la tête, mais en chaussettes dans la vraie vie. Non, plus sérieusement, il fait beau aussi chez moi. Et surtout, on a du beau foot, le retour de la Première Ligue. Enfin, j'ai envie de dire. Ça change un peu, on voit des grands joueurs, enfin, toujours plus de foot, toujours plus de changements et toujours plus de beaux jeux, bien sûr. Bien évidemment, nous on raffole bien évidemment de ces matchs absolument incroyables qu'on a pu voir ces derniers jours. En tout cas, des grosses affiches, peut-être pas dans le jeu, mais ça va arriver. On va débattre bien évidemment de tout ça avec 3 gros sujets aujourd'hui. Le premier concernant les finales de coupe, notamment celle de Coupe de France qui se joueront un vendredi. On vous dévoilera la raison pour laquelle ça joue un vendredi, c'est très cocasse, mais c'est une raison comme une autre, on peut se le dire. Le départ de Timo Werner, ça y est, a été officialisé du côté de Chelsea, mais quelques détails restent à régler, notamment concernant la Ligue des Champions, on vous détaillera tout ça. Et enfin, le dernier, la Juventus qui a perdu la Coupe d'Italie à la surprise peut-être générale, mais la situation est bien plus inquiétante du côté des Turinois. C'est à retrouver tout de suite dans notre partie actuelle sur Passons Foot. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Annecy, je vous le dis. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle que nous avons pour vous avec la finale des coupes qui est d'ailleurs officialisée. Ça y est, on aurait des dates qui devraient se jouer le 1er août pour la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais et le 8 août pour la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Des dates, somme toute, banales, sauf que quand on regarde un petit peu, ces matchs se joueront le vendredi. Pourquoi? Tout simplement parce que ça se passe sur France Télévisions, ces finales-là. Et le samedi, sur France Télévisions, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Fort Boyard, bien évidemment. On ne peut pas déloger le magnifique Père Fouras qui est indétrônable, il ne veut pas crever. Et donc, voilà, les coupes vont être déplacées le vendredi pour permettre au Père Fouras de faire ses petites énigmes. C'est quand même extrêmement bizarre comme situation de privilégier une émission comme Fort Boyard pour la Coupe de France. Mathéo, je vois que tu rigoles. C'est une situation qui est très, très humoristique quand même. Hein. Ça me fait rire, mais ça illustre ce qu'on dit depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, que la France n'est pas un pays de football. Je ne pense pas que ce soit le diffuseur France Télévisions qu'il faut pointer du doigt, tout simplement parce que je pense que c'est réel. Fort Boyard fait plus de chiffres que la Coupe de France. Ça peut paraître étonnant, mais ça permettra de tirer plus de bénéfices. Et non, mais c'est fou. Et la France est officiellement, ça y est, encore un fait de plus pour nous montrer que ce n'est pas un pays de football, on le sait. Donc, décevant, mais c'est plus surprenant. Je te vois aussi également extrêmement déçu. Il y a quand même une bonne nouvelle à ça, c'est que normalement, à partir du 11 juillet, les stades pourront réaccueillir une partie des supporters. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est final. C'est le retour du football français. Et on banalise ça et on va directement passer sur une autre chaîne. C'est très décevant quand même de voir un petit peu tout ce que représente le foot désormais. Quand on voit ce qui se passait il y a 2 ans avec la Coupe du Monde, on comprend pourquoi on est à la traîne, non? Oui, totalement, tu l'as dit. Ah, c'est très surprenant, on est tous contents, je pense, de retrouver du football français, même si on n'aura que 2 matchs, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, avec de belles affiches, que ce soit entre le PSG et Saint-Etienne ou le PSG et l'Olympique Lyonnais.
Ça va être 2 beaux matchs, je pense, et j'espère. Mais c'est vrai que c'est consternant. Mais après, moi, personnellement, je ne suis pas tant surpris que ça parce que c'est sur la lignée des décisions qui sont prises depuis maintenant 4-5 mois. On voit que le foot et le sport en général est totalement passé aux oubliettes, alors qu'on oublie que c'est quelque chose, on l'a dit la semaine dernière dans le débat, qui apporte énormément au territoire français et au peuple français, que ce soit mentalement, mais surtout économiquement. C'est quelque chose de très important pour bon nombre de Français. Et puis, on parle quand même d'un pays qui est champion du monde de foot en titre, quand on sait ce que ça représente, quand on sait les retombées, notamment économiques qu'il y a derrière. On voit toute une foule qui est en liesse, qui court dans les rues, un moment d'union entre tous les Français, finalement. Et là, il y a plus de... On entend dernièrement des différences de couleur de peau. Quand il y a la France qui gagne, c'est tout le monde et tous les Français, peu importe la couleur de peau, l'ethnie, l'origine, que dalle, rien à foutre. C'est tout le monde qui est ensemble pour fêter ces choses-là. Et là, on nous met Fort Boyard un samedi soir, en prime time, au lieu d'une finale de coupe. C'est assez surprenant. Et ouais, c'est sur la lignée des décisions qui ont été prises dernièrement. Et voilà, c'est dommage. Mathéo, tu disais qu'il ne fallait pas blâmer le diffuseur. Selon toi, qui il faut blâmer? Alors, est-ce que c'est la fédération qui a décidé? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est France Télévisions qui a dit directement bah non, nous on veut pas de ça parce que bah, comme tu l'as dit, Fort Boyard fait peut-être plus d'audience qu'une finale de Coupe de France. Est-ce que c'est plus une décision, on va dire, de la fédération? C'est la fédération qui gère en tout cas la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, c'est bien évidemment de la Ligue. Est-ce que c'est la Ligue, la Fédé? Qui il faut blâmer dans cette histoire réellement? Qui faut blâmer? Ben, je pense que c'est un peu tout le foot français au final et les instances, comme tu as dit, la Ligue, la Fédé, qui empêchent le développement du foot français depuis quelques années. On voit que derrière, avec la Coupe du Monde, il y avait vraiment quelque chose à faire derrière. Mais on a l'impression qu'au lieu de surfer justement sur cet engouement sur le football, et notamment la Coupe du Monde féminine qui arrivait derrière, qui était plutôt sympa aussi, ben, on était sur plutôt une pente descendante. Il y a eu un vide, je sais pas, on n'a pas voulu surfer pour développer l'ensemble du football français. Donc je trouve ça assez dommage. Et puis derrière, les autres se développent. Donc quand on voit un petit peu, bon ça après c'est un autre débat, mais comment tourne un petit peu la télévision qui se fait de moins en moins populaire, on se dit que moi par exemple, le seul moyen pour que je regarde la télé, c'est pour que je regarde du foot par exemple. Donc, on se dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, notamment en termes de fan expérience, aller chercher du monde, etc., qui n'a pas été fait. Donc, moi, c'est plus ça que je blâmerais plutôt que les diffuseurs qui, eux, veulent juste faire du chiffre. Et effectivement, Fort Boyard va sûrement faire plus de chiffres et amener plus de monde devant la télé qu'une finale de coupe. Pardon Charles de te couper, ce sera justement intéressant, je pense, de voir après les chiffres des audiences de ce qui s'est passé entre le vendredi soir, les finales de coupe, et le samedi Fort Boyard, de voir finalement, moi je pense totalement que les finales de coupe vont surpasser Fort Boyard. Et ce qui rendra, pour moi, encore plus incompréhensible cette décision, c'est à ce moment-là, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est à quel moment, parce que c'est France Télévisions qui décide tout ça. Dans le sport, en général, c'est les diffuseurs qui décident les horaires des matchs, la diffusion, quel jour, etc. C'est tous les diffuseurs qui décident ça. À quel moment France Télévisions s'est dit, le samedi soir, on a déjà Fort Boyard, au lieu de mettre Fort Boyard le vendredi, ce qui n'aurait pas été dérangeant, et puis c'est pas quelque chose qu'on suit. Enfin bref, c'est pas hyper important non plus. C'est pas Koh-Lanta. Voilà, alors que les finales de coupe, c'est pas Koh-Lanta. Les finales de coupe, c'est une fois par an. C'est quelque chose vraiment qui achève la saison, qui est censé l'achever en beauté. Donc en grand pompe le samedi soir, généralement, voilà, c'est le genre de moment que tu peux te rencontrer avec des gens, te dire allez, on va regarder cette finale ensemble. Personne va dire allez, on va regarder Fort Boyard ensemble. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de se mettre à la place de France Télévisions et de dire on va privilégier Fort Boyard plutôt qu'une finale de coupe. Moi, j'ai du mal vraiment à me dire ça. Aller voir le responsable des diffusions de France Télévisions, de dire on a Fort Boyard, le foot ce sera le vendredi. Je vois pas. Je suis assez d'accord avec ça. Après, il faut rappeler quand même que France Télévisions, c'est pas une chaîne vraiment spécialisée dans le sport. Ils sont en train de se battre pour récupérer quelques droits par-ci par-là. Heureusement, ils ont Roland Garros encore pour survivre un petit peu là-dedans. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez étonnant. J'aimerais rajouter aussi un autre truc. Je l'ai dit en début d'émission, les stades vont pouvoir réouvrir avec un certain public. Les gens bossent le vendredi. Et si tu as ton ticket pour aller voir à la finale, tu vas avoir encore moins de monde dans le... Enfin, le stade, à mon avis, sera plein en termes de proportion. Quand même, parce que ça reste une finale de coupe. Mais même pour les gens, c'est ça que je trouve un peu pour les supporters qui vont aller au stade, qui vont faire des déplacements.
Moi, personnellement, quand je passais à côté du Stade de France les jours de finale, on voyait des voitures avec des drapeaux bretons quand c'était Rennes contre Guingamp. Enfin, c'est des gens qui viennent de partout pour voir cette finale. C'est des moments importants dans l'histoire de club. Et faire ça le vendredi va bloquer aussi beaucoup de fans, sachant qu'ils vont pouvoir rentrer dans les stades. Donc, c'est ça aussi que j'aimerais rajouter un petit peu avant de passer au prochain sujet, c'est que ça pénalise aussi les gens qui vont aller directement au stade depuis que c'est officiel, depuis maintenant quelques heures. Voilà, c'était un petit peu pour notre petit coup de gueule sur ce Fort Bouillard. Hein. On dit bonjour quand même à Olivier Mine, hein, bien évidemment, ce magnifique Olivier. Mais bon, on préférait voir Neymar et Depay sur un terrain que le père Fouras avec Passepartout. Voilà, c'était un petit peu notre coup de gueule sur cette petite diffusion. On va parler de terrain désormais, messieurs. On va vraiment aller dans le vif du sujet. Et on va aller du côté de Londres. Timo Werner, ça y est, ça fait quand même 2 petites semaines qu'on en parle, comme quoi c'est officiel. Ça y est, ça a été officiellement officiel, tout simplement. Chelsea a fait un communiqué, Werner a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux. Leipzig a également officialisé l'information. Néanmoins, dans le communiqué de Chelsea, une information nous a un petit peu étonnés. Timo Werner rejoindra son club en juillet, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions avec Leipzig. On sait que le championnat d'Allemagne se finit dans 2 journées, donc le championnat d'Allemagne est quasiment terminé. Et quid de la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition un peu phare cette saison. Leipzig fait une très belle saison. Moi, j'ai une première question avant de passer à la deuxième. Mathéo, est-ce que c'est pas un petit peu un manque de respect de la part de Timo Werner de se dire, après c'est peut-être dans les modalités du contrat également, mais est-ce que c'est pas un petit peu quand même un manque de respect de ne pas avoir poussé pour dire non, moi je veux faire la Ligue des Champions avec le club qui m'a fait exploser tout simplement? Totalement. Moi, je trouve que c'est un petit manque de respect quand même tu t'engages dans une saison avec ton club, tu fais un beau parcours en Ligue des Champions, c'est quand même un beau petit parcours qu'ils sont en train de réaliser, et puis ils sont toujours en course. En effet, la Bundesliga, maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matchs, donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Mais c'est aussi, je trouve que c'est un petit peu bizarre les conditions de reprise, c'est pas vraiment coordonné. Le championnat, il va reprendre très rapidement derrière, donc pour Timo Werner qui va arriver du coup fin août dans son nouveau club, le championnat, je ne sais pas trop comment vont se passer les reprises en première ligue, mais le championnat aura peut-être déjà repris. Il n'aura pas rencontré ses nouveaux coéquipiers. On sait que lui, qu'il a optique pour vraiment s'imposer dans cette nouvelle équipe très rapidement, pour une somme qui est faramineuse. 60 millions d'euros. Là, 60 millions d'euros, voilà, c'est un investissement aussi de Chelsea qui est très important. Donc je pense que c'est aussi une volonté de Chelsea de se dire, bon, si on peut le récupérer très rapidement, on va pas s'en priver. Et Timo Werner, ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat par rapport à son club. Leipzig aurait mérité un peu plus de respect quand même. Il y a aussi une part d'ombre sur le fait des mercatos, sachant que chaque pays va ouvrir son mercato à différents moments, en fonction des championnats, en fonction des coupes. Exact. C'est une zone de flou qui est extrême là, actuellement sur le mercato. On voit des officialisations qui arrivent, même par exemple Morgan Schneiderlin qui est arrivé à Nice, on en a parlé dans la dernière vidéo, alors que le mercato français est pour l'instant ouvert d'un point de vue 100% français. Ziyech Ziyech également, ça c'était ma deuxième question qui allait arriver plus tard. On va en parler, Mathéo, lis dans mes pensées, c'est incroyable. Boyeux, toi par rapport à ça, est-ce que c'est un manque de respect? Tu trouves ça normal pour un joueur d'arriver le plus vite possible dans son nouveau club? Comment tu perçois un petit peu cette double face de Timo Werner, ces deux choix qu'il a? Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me choque énormément que Timo Werner choisisse l'intégration, j'ai envie de dire, à son club. Après, je sais pas aussi, parce qu'on sait, par exemple, que la Bundesliga sera terminée d'ici 2 semaines. Donc, ça a dû sûrement jouer. Je sais pas s'il pourra jouer en première ligue, mais ça aussi, on peut y penser, par exemple. Est-ce que s'il peut venir prêter main forte à Chelsea en fin de championnat, il a tout à fait raison, parce que derrière, ça peut assurer à Chelsea une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine, qui n'est pas assurée au vu du classement actuel et du parcours en Ligue des Champions de Chelsea. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qu'on n'a pas forcément pris en compte. On peut aussi, par exemple, penser aux paramètres blessures. Imaginons, si Timo Werner restait à Leipzig, disputé avec des champions, il se fait les croiser en Ligue des Champions, Chelsea, ils ne vont pas être super contents, je pense. On peut penser à un tas de facteurs comme ça. Je pense que ça a joué un rôle important, tous ces facteurs-là, ces facteurs blessures, ces facteurs risques, toutes ces choses-là. Et surtout, pour moi, je pense un des facteurs importants, c'est le facteur acclimatation. Timo Werner, il a envie, parce qu'il aurait aussi passé sûrement 1 mois sans jouer avec le Red Bull Leipzig, donc tout le mois de juillet, entre la Ligue des Champions et même 2 mois pratiquement, parce que là, la Bundesliga se termine dans 2 semaines. Ouais, et la Ligue des Champions, je crois, reprend, corrigez-moi pardon si je me trompe,
le 22 août ou quelque chose comme ça. Alors les derniers huitièmes de finale se joueront le 8 août et une reprise entre 13 et 15 août à Lisbonne pour les quarts de finale. Voilà, donc 1 mois et demi sans jouer. Je pense aussi que ça a pesé dans le choix de Timo Werner. Et généralement aussi, les clubs aiment bien récupérer les joueurs qu'ils ont signés le plus tôt possible. Moi, ça ne me choque pas. Je comprends la décision et de Chelsea et de Timo Werner et même de Leipzig parce que aussi d'un côté, ils pouvaient peut-être se dire, sachant qu'il va aller à Chelsea l'année prochaine, est-ce qu'il va se donner à fond ou je ne sais pas comment ça a cheminé, mais ça ne me choquerait pas non plus. Et puis, on va pas plaindre non plus Leipzig. Hein. Ils ont encore des super joueurs derrière, que ce soit Poulsen, que ce soit Schick. Enfin, il y a un vivier de talent à Leipzig. Bien sûr, ça va les amputer parce qu'un joueur de Timo Werner, il n'y en a pas 30 000 de ce calibre-là. Mais ils ont encore une super équipe qui peut aller loin en Ligue des Champions, selon moi. Moi, j'ai une deuxième question à vous poser. Donc, on a parlé du coup de Hakim Ziyech qui avait signé déjà l'hiver dernier pour arriver cet été en provenance de l'Ajax. Ziyech, Werner, si ils peuvent jouer avec Chelsea, pour la Première Ligue, ça va être compliqué parce que la Première Ligue se finit également fin juillet. Je pense que là-dessus, la Première Ligue a été très claire que les gens ne pouvaient pas réintégrer pour des questions aussi sportives, tout simplement d'équité sportive. La vraie question maintenant, c'est la Ligue des Champions. Est-ce que ces mecs-là, est-ce qu'ils pourront jouer en Ligue des Champions? Et on n'a aucune communication là-dessus. On ne sait pas s'ils sont inscrits sur les listes de Ligue des Champions. L'UEFA n'a pas communiqué. Chelsea dans son communiqué non plus. Moi, j'ai une question pour toi, Brieux, pour te continuer sur la lancée. Si Ziyech et Werner jouent la Ligue des Champions, est-ce que vraiment cette Ligue des Champions, elle n'est pas un peu, j'ai pas envie de dire tronquée, mais le fait de pouvoir rajouter des joueurs par-ci par-là en huitième de finale, ça s'est jamais vu. Si ces joueurs-là peuvent jouer la Ligue des Champions, est-ce que cette Ligue des Champions est faussée? Moi, personnellement, je pense pas que ça va être possible. Généralement, c'est ce qui se fait au mercato d'hiver, mais c'est entre les phases de poule et entre les huitièmes de finale. Donc, c'est quelque chose de vraiment démarqué. Et surtout, c'est très récent, cette réglementation-là. Avant, c'était impossible de remettre en liste en Ligue des Champions un joueur qui avait déjà participé à la Ligue des Champions avec son ancien club. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Donc moi, je pense personnellement que ces joueurs-là ne vont pas être incorporés dans la liste de la Ligue des Champions, que ce soit Werner ou Ziyech. Mais moi, je sais pas. Je pense bien sûr que ça déséquilibrerait les huitièmes de finale retour qui ont déjà été embarqués. Après, au niveau des quarts de finale, au niveau du football, moi, je pense que ce serait une belle chose parce que ça pourrait rééquilibrer entre guillemets des duels. Mais j'espère quand même pas que ça va se faire parce que là, c'est vrai que ce serait très injuste pour des clubs qui n'ont pas eu l'opportunité de recruter. Bien sûr que Chelsea essaie de se rattraper. On sait que ça fait 2 mercatos qui ne peuvent pas recruter à cause de cette interdiction de recrutement. Mais je pense pas et j'espère pas que ça va être possible. C'est une situation très floue, très compliquée. Et pour des questions d'équité sportive, ça me paraît très logique quand même que les joueurs que sont Ziyech et Werner ne puissent pas jouer cette Ligue des Champions, d'autant plus que le retard qu'a Chelsea actuellement sur Bayern en Ligue des Champions de 3-0 est quand même assez important. Mathéo, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Et si ça se fait, il y a un réel problème d'équité, non? C'est une situation exceptionnelle et il y a plusieurs paramètres aussi à prendre en compte. Prenons l'exemple du Paris Saint-Germain où Leonardo a du mal à prolonger et Meunier et Kurzawa juste pour les 2 mois jusqu'à la Ligue des Champions. Et Rico également. Rico, le prêt est en train de se prolonger, mais c'est compliqué pour prolonger ces joueurs-là. Ils sont inscrits sur la liste de départ. Donc, le PSG est un petit peu déstabilisé, est un petit peu handicapé, donc il va falloir les remplacer. Comment faire? Donc, est-ce qu'il va y avoir peut-être 2-3 joueurs qu'on va pouvoir comment je pourrais dire ça, exception, je dirais, exceptionnellement, est-ce qu'on va pouvoir rajouter quelques joueurs à la liste? On ne sait pas, on verra. Quoi qu'il en soit, on attend plus de précision parce que pour l'instant, c'est quand même vachement dans le flou ce format et ces contrats. Moi, je ne comprends plus rien au mercato quand on voit qu'il y a des joueurs qui signent hors période en avril, en mai. Ça, ouais. Maintenant, il y a ce paramètre de 30 juin à prendre en compte. Les joueurs peuvent revenir après le 30 juin, mais s'ils ont un contrat de 5 ans, ça ne s'arrête pas le 30 juin. Enfin, c'est vraiment très bizarre et ce serait bien qu'on nous explique un petit peu plus. On attend un communiqué de l'UEFA, bien évidemment. Brieux, une petite info. Petit détail pour revenir sur la participation des joueurs recrutés. L'UEFA a annoncé que ce n'était pas possible d'aligner les joueurs recrutés en Ligue des Champions pour la suite. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Leipzig sera. On peut voir aussi dans l'autre sens. Leipzig sera un petit peu, j'ai pas envie de dire désavantagé, mais ils vont pas faire la Ligue des Champions qui sont avec l'effectif qu'ils avaient à l'hiver. Donc c'est aussi ça qui est un peu tronqué. Donc comme a dit Mathéo, c'est cette zone de flou qu'on a sur le mercato, que ça soit national ou international, est très très perturbante. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui signent en mars alors que le mercato est fermé. Pour moi, il faut une vraie régulation
sur ces mercatos, une vraie période où les clubs, faire un peu comme ce qui se passe en NBA, c'est qu'en NBA, il y a une période de mercato qui est ouverte, les joueurs peuvent discuter entre eux, tout ça, mais dès que cette période est finie, le moindre contact réalisé entre clubs, entre joueurs à joueurs pour leur dire de venir, est sanctionné d'une amende, est sanctionné d'une grosse amende en plus en NBA. Pourquoi pas amener ça dans le football aussi pour empêcher ces clubs d'arriver et en mars de dire bah voilà, on a un accord avec lui, on attend juste l'été. Pour moi, c'est un peu, enfin, on tue alors l'esprit de ce mercato pendant cette période-là. Et puis, ça avantage aussi d'autres clubs qui auront des sous à certains moments et des clubs qui devront attendre cette période de mercato. Enfin, essayer de réguler un petit peu, vraiment avoir un mercato plus européen. On sait que chaque pays ouvre son mercato quand il le souhaite. C'est des décisions qu'on ne peut pas prendre nous, mais on pourrait en parler, pourquoi pas, sur comment améliorer le mercato estival et également hivernal. On va passer à notre dernier sujet, messieurs. On va vraiment encore plus aller sur le terrain en analysant un petit peu la Coupe d'Italie. Demi-finale pour la Juventus, 0-0 contre le Milan AC. L'autre demi-finale a donné un partout entre le Naples et l'Inter. Une finale Juventus-Naples remportée par le Napoli au penalty. Avant de vous laisser un petit peu la parole, pour rappel, c'est le premier trophée de Gennaro Gattuso qui a perdu sa sœur dans l'épidémie du Covid-19. C'était pour rendre un petit peu hommage au grand joueur et désormais entraîneur qui est Gennaro Gattuso. Beaucoup d'écrits en Italie, notamment après son passage au Milan, qui ferme un petit peu des bouches avec cette finale de Coupe d'Italie. Mais le club sur lequel on va s'attarder, c'est la Juventus de Turin, très peu convaincante, un Ronaldo très en dedans, vraiment très peu de mouvement. Le jeu de Sarri ne marche absolument pas. Bien évidemment, il faut prendre en compte le paramétrage c'est une reprise, mais quand on voit l'intensité, par exemple, qu'a pu mettre le Milan sur certaines périodes, si Rebic ne fait pas son magnifique kung-fu, peut-être que le Milan peut arriver à un peu titiller la Juve. Le match Napoli-Inter était un très beau match avec vraiment du très beau football. La finale a été dominée de la tête et des épaules par le Napoli qui a la même reprise que la Juventus. Matteo, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour cette Juventus? Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi pour Maurizio Sarri? Oui, il faut s'inquiéter parce que la saison, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, elle est assez mauvaise. Elle est assez mauvaise, surtout quand on voit l'effectif et les joueurs que tu as au sein de ton effectif. Il y a eu quand même de réels investissements, notamment avec Cristiano Ronaldo qui est arrivé. Donc effectivement, quand tu as un bel effectif, une belle osmose autour de ton équipe, celui que tu vas pointer du doigt, c'est ton coach. On peut décrier le style de jeu. C'est vrai qu'encore plus depuis la reprise. Bon, après, c'est délicat de juger à la reprise parce qu'on sait qu'il y a toujours des choses qui vont se mettre en place par la suite, un état de forme. Mais quand on compare aussi avec d'autres équipes qui sont plutôt bien revenues, avec des vraies idées de jeu, avec des vrais projets, je suis désolé, mais quand tu es la Juventus, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Il y a un projet de jeu que tu dois mettre en place. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas cette année avec plusieurs matchs, notamment contre des grosses équipes qui sont assez décevants. Quand on voit un petit peu le jeu proposé par le Napoli là, pendant cette Coupe d'Italie, c'est absolument incroyable. Ils sont revenus avec Gattuso a eu le temps de préparer un effectif vraiment, de souder cet effectif qui, à l'hiver dernier, était complètement en train d'exploser avec Carlo Ancelotti. C'est assez impressionnant ce qu'il fait franchement Gattuso. Même le match contre l'Inter était vraiment bien. Les équipes reviennent avec vraiment du niveau. Brieux, je vais faire une petite comparaison. Par exemple, forcément, on va comparer Ronaldo avec Lionel Messi. Quand on voit un peu les matchs que fait Lionel Messi sur ses 2 premières journées, il est en jambes. On voit, il a le niveau, il est là, il pousse vraiment son équipe. Autour de lui, c'est très compliqué, c'est pas encore super bien rodé, mais lui est en jambes, lui a vraiment envie. Est-ce que si on compare, bon, il y a 2 ans d'écart, mais est-ce qu'on peut comparer Ronaldo et Messi sur ces 2 choses-là? Parce que Ronaldo, vraiment, sur les 2 matchs, il est quand même extrêmement limité. La finale, il est décevant. Enfin, Il vraiment, rate un penalty contre le Milan. il rate sauvé par Donnarumma, d'ailleurs, très très bel arrêt de Donnarumma qui dévie sur le poteau, absolument incroyable. Il rate un penalty quand même. Dans le jeu, il fait pas grand-chose. Est-ce que vraiment, là, Ronaldo, il est fautif un peu sur ces 2 matchs de la Juventus? Avant toute chose, j'aimerais revenir juste sur Gattuso. Pour moi, c'est pas un grand coach dans le sens tactique, mais c'est un super meneur d'hommes et on l'a vu durant ces 2 matchs-là. Je vais fermer la parenthèse Gattuso. Pour moi, Cristiano Ronaldo, non, c'est à l'image de Ronaldo. Pour moi, c'est pas étonnant. Ronaldo, on sait bien que c'est un joueur qui, surtout, plus ça avance avec son temps, parce qu'on parle d'un joueur qui a 35 ans quand même, et qui a une forme physique, voilà, on va pas se mentir, c'est la meilleure forme physique, je pense, actuellement au monde. Et c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'influence sur son équipe. C'est pas le même style de joueur que Messi, c'est ça que je veux dire, c'est que Messi, c'est un meneur de jeu. Donc déjà, il a plus de ballons, forcément, plus de possibilités de s'exprimer, j'ai envie de dire. Ronaldo, c'est plus un renard des surfaces, un buteur.
qui va avoir besoin d'un ballon et qui peut te faire retourner le match sur ce ballon-là. Messi, lui, il a besoin de sentir plus le ballon, j'ai envie de dire. Même si, bien sûr, sur une action, Messi, il peut te faire l'amour à n'importe quelle défense. Ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est pas les mêmes styles d'équipe. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Matteo avant. C'est-à-dire que pour moi, la Juve, c'est simple. Moi, je pense à l'heure actuelle que la Juve a le meilleur effectif du monde. Ils ont des grands joueurs, Cristiano Ronaldo, Dybala. Au milieu, voilà, il y a pléthore de bons joueurs, que ce soit Bentancur, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Khedira. Ils ont des super joueurs partout. En défense, c'est très solide aussi. Sur les côtés, pareil, que ce soit Cuadrado qui a été repositionné à droite, Alexandro qui a été à gauche, on a des Chilio, enfin on a une pléthore encore une fois de bons joueurs. Au gardien, ils ont 2 super gardiens, que ce soit Szczesny qui est très très sous-coté, et Buffon qui a encore sorti un match exceptionnel contre le Napoli en finale. Buffon sauve littéralement la Juventus en finale, sinon vraiment il coule. Le problème, je pense vraiment, c'est au niveau du coaching, comme on l'a dit auparavant. Ce qui est très étonnant avec Maurizio Sarri, c'est que habituellement, c'est un coach qui fait très bien jouer ses équipes. C'est du beau football, Maurizio Sarri. C'est l'école de Arrigo Sacchi. C'est du très, très beau football. C'est un peu, pas guardiolesque, mais c'est du très beau football, du tiki-taka. Ça joue un peu de touche de balle, ça joue très bien en ballon. Et là, il n'arrive pas du tout à transmettre ça à son équipe. Est-ce que c'est parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'ego? On sait que c'est un entraîneur, encore un jeune entraîneur, entre guillemets, du très haut niveau. Il a entraîné le Napoli pendant 2 ou 3 saisons, ça s'est bien passé. Il a entraîné le Chelsea, ça s'est moins bien passé. On peut se poser la question aussi s'il arrive à gérer ces égos-là. C'est une question qui peut se poser. Mais je pense vraiment que la Juve peut se réveiller et faire une fin de saison comme elle a le mérite de le faire au vu de son effectif. Je pense qu'elle peut aller loin en Ligue des Champions. Parce que, encore une fois, il y a Cristiano Ronaldo. Je pense qu'elle peut aller loin en championnat, c'est-à-dire le remporter, même si c'est très compliqué avec la Lazio. La Juve, cette saison, elle se fait vraiment taper dessus comme jamais, j'ai envie de dire. Parce qu'elle réussit pas très bien en championnat. Comme j'ai dit, c'est pas du très beau football, c'est compliqué. Elle a besoin généralement d'exploits, soit de Cristiano Ronaldo qui a 21 buts en championnat en 26 rencontres, dont il a fait une période de 11 buts consécutifs qui est le record en Serie A, soit d'exploits de Paulo Dybala qui réalise une bonne saison aussi, 7 buts et 9 passes décisives en championnat. Il a mis des éclairs de génie, que ce soit en Ligue des Champions avec des coups francs contre l'Atlético, si je ne me trompe pas. L'Atlético, ce coup franc magnifique qui va finir notamment, côté opposé. Ou même en championnat, il a réalisé des éclairs de génie. La Juve se repose plus sur les individualités que sur un collectif, ce qui a fait sa force pendant de nombreuses années. Donc c'est problématique selon moi, et j'espère qu'il va réussir à régler ce problème au plus vite. Je ne sais pas comment il peut faire, mais c'est très très problématique pour la Juve de ne pas réussir à faire des choses exceptionnelles avec l'effectif qu'elle a. Pas exceptionnel, mais juste à son niveau, c'est-à-dire battre Lyon, pas sans difficulté, mais presque. Et pareil, en championnat, elle devrait un peu plus se balader. Le Napoli, grand respect que j'ai pour le Napoli. La Juve, pour moi, il y a 2 classes d'écart entre les 2 équipes. Donc voilà, je me pose vraiment des questions sur le management de Sarri. Je ne sais pas si c'est le coach qui va réussir à faire passer un autre palier, entre guillemets, à la Juventus, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Je pense pas d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être une erreur de casting de la Juve. Un problème bien plus profond que juste des individualités du coup pour Brieux qui vraiment touche toute la Juventus. Matteo, j'ai une petite question pour toi par rapport au classement de la Juventus de Turin. J'ai le classement juste à côté de moi là. La Juventus est actuellement leader du championnat avec 60 points. Juste derrière, la Lazio, 59 points. L'Inter Milan. 63 et 62 points. Ah, bah alors le classement n'est pas à jour. Alors sur l'équipe, mettez à jour vos classements s'il vous plaît. Du coup, 63 points pour la Juventus, 62 pour la Lazio. Brieux, du coup, l'Inter Milan est à combien de points? 57 54 points et l'Atalanta 48 points. D'accord, très bien. Avec un match en moins pour ces 2 équipes. Très bien. Alors Matteo, la question que j'ai pour toi, est-ce que la Juventus peut vraiment laisser passer un titre? Est-ce que vraiment c'est la saison où la Lazio, qui a un seul point, peut aller chercher le titre? Est-ce que c'est vraiment la saison où la Juve peut trembler pour sa suprématie en Italie? Je ne te parle pas uniquement de ces 2 matchs-là, mais quand on voit toute la saison globale, il y a quand même... Enfin, le match à Lyon est selon moi une faute professionnelle. Dans le contenu du jeu, c'est une faute professionnelle. Perdre la Coupe d'Italie, est-ce que la Juve peut faire une saison blanche? Avec des individualités, non, clairement pas. On voit qu'il y a des équipes derrière
comme la Lazio, l'Atalanta, l'Inter, le Napoli, qui jouent très bien et en équipe. C'est vraiment un collectif. Et dans un sprint final, généralement, c'est plus le collectif avec la pression et tout ce que ça engendre, même si on sait que la Juventus est une grosse équipe qui peut savoir gérer ça. Et je pense vraiment que c'est le collectif qui va primer. Et en effet, toutes les équipes derrière ont vraiment, vraiment quelque chose à jouer. Je pense que la Juventus va laisser pas mal de points derrière eux dans les prochains matchs. Et il y a aussi un autre facteur qui devrait être pris en compte et sur lequel on devrait pointer du doigt ou s'inquiéter, c'est Cristiano Ronaldo. On sait que c'est un fantastique joueur. Pour moi, c'est un de mes joueurs préférés. Mais il marche vraiment avec beaucoup de confiance et je dirais beaucoup d'amour sur son coach, etc., etc. Quand on voit les sorties médiatiques de sa sœur, de sa femme, on voit que je pense que Cristiano est en train de s'agacer fortement et c'est pas bon signe, je dirais, pour la Juventus qui a encore pas mal de choses à jouer. Je pense qu'il y a quand même un climat assez négatif autour de cette équipe, notamment avec l'affaire Rabiot, avec pas mal de choses. Donc je pense qu'il faudrait d'abord régler, mettre tout un plan en interne pour repartir et essayer vraiment de créer ce collectif qui va essayer d'emmener la Juventus le plus loin possible, que ce soit sur l'échelle nationale, mais aussi internationale avec les compétitions européennes. C'est assez étonnant parce qu'on parlait de la Juventus d'il y a 1 ou 2 ans comme une des plus grandes institutions du football mondial. Quand Adrien Rabiot est parti du côté de la Juventus, on s'est dit enfin un club qui va l'encadrer, qui va vraiment lui faire passer un palier. Au final, c'est pire qu'au Paris Saint-Germain, j'ai presque envie de dire. En plus, il ne joue pas. Est-ce que vraiment il a joué, mais franchement, j'ai regardé les 2 matchs de la Juventus. Non, là, il n'a pas trop joué. C'était Rabiot ne joue pas, et il joue juste un fantôme, littéralement. Depuis la reprise, pardon Charles de te couper, depuis la reprise, c'est surtout Matuidi qui a joué, par rapport notamment à ce qui s'est passé avec Maurizio Sarri. Mais il a joué un peu cette saison, ça n'a pas été le grand Rabiot. Il a fait des bonnes performances dans l'ensemble, surtout après la nouvelle année, depuis 2020 finalement. Il a été un peu stoppé dans son élan avec cette histoire de virus, mais il n'était pas mauvais. Hein. Il était passé devant Matuidi. Hein. Il était passé devant Matuidi, mais quand on voit un petit peu comment ça se passe actuellement, on a vu aussi beaucoup de rumeurs comme quoi il voulait échanger Adrien Rabiot dans certains transferts, dès après seulement 1 an passé du côté de la Juve. Est-ce qu'il faut faire peut-être une refonte totale de la Juventus, même si je ne pense pas qu'ils sont sur ce concept-là? Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur? Est-ce qu'il faut changer peut-être de direction également? Enfin, ça reste quand même une équipe qui est première, qui a encore une Ligue des Champions à jouer. C'est grave quand même pour une équipe avec tant de joueurs qu'on se pose autant de questions, avec tant de joueurs, avec un effectif monstrueux, avec un coach qui est quand même un coach emblématique du championnat italien. Quand même, il avait fait un gros duel avec la Juventus quand il était du côté du Napoli. Est-ce qu'il faut un changement? Est-ce qu'on ne sait pas? C'est quand même assez étonnant de voir un club aussi fort, autant dans le mal, dans son fond de jeu. On suivra bien évidemment la Serie A qui reprend dès ce week-end. Je t'en prie, Brieux, vas-y, je vois que tu es très moi, c'était pour répondre à la même question que tu as posée à Matteo. Je pense que la Juve va avoir du mal à jouer les 2 tableaux, Ligue des Champions et Serie A. Et je sais pas ce qu'elle va privilégier. Mais la chance qu'elle peut avoir, je me dis, cette saison, c'est que les 2 ne se jouent pas en même temps. C'est-à-dire qu'on aura la Ligue des Champions qui va jouer fin août, comme on l'a dit avant. Enfin, début août plutôt pour la Juve qui joue le 7-8 contre Lyon. Mais je pense vraiment que ça peut être leur chance, parce que s'il y avait eu les 2 en même temps, elle aurait perdu et la Ligue des Champions, je pense, et le titre auprès de la Lazio. La Lazio n'a que le championnat à se soucier. Ils sont en très grande forme. Avant le Covid, ils étaient en très très grande forme. Ciro Immobile qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là. 27 buts en 26 matchs de championnat. Ils forment un duo très très prolifique avec Luis Alberto, qui a 13 passes décisives, si je ne me trompe pas. Mais après, il faudra se questionner aussi. Je crois que j'ai vu que Milinkovic-Savic était blessé. Donc, il faudra voir. On sait que c'est un élément essentiel du milieu de terrain Ladial. Donc, il faudra faire attention à voir comment il revient. Mais moi, je mettrais bien une petite pièce sur un gros duel Lazio-Juve, comme ça s'était passé avec le Napoli il y a de ça 3-4 ans maintenant. Et je pense que la Juve peut-être finira par gagner, mais elle aura très très peur et très très chaud. En tout cas, on suivra un petit peu. Il ne faut pas oublier l'Inter Milan. En embuscade, bien évidemment, même si un petit peu distancé, mais en embuscade, on ne sait jamais. Si Antonio Conte arrive à nous sortir une masterclass pour cette fin de saison. En tout cas, la Juventus, elle va retrouver la Serie A le 22 juin, demain, du coup, contre Bologne, sur la pelouse de Bologne.
On suivra bien évidemment ce duel en Serie A et bien évidemment voir en Ligue des Champions, en espérant peut-être pourquoi pas une qualification de l'Olympique Lyonnais, qui sait, si la Juventus n'arrive pas à se relever de cette phase difficile. Messieurs, merci beaucoup pour cette analyse de la Juventus et pour cette analyse de tous ces sujets. Avant de vous quitter, bien évidemment, petit message à titre informatif. Ça va être la fin de ces formats, bien évidemment, on va dire classiques, comme on fait, bien évidemment. Comme l'a dit Mathéo, l'été arrive, il est déjà en tongs. Mathéo est déjà à la plage, donc il ne veut plus faire cette émission. Voilà, on va le dire directement. Non, bien évidemment, pas du tout. C'est juste que chacun a ses propres plannings, chacun a ses propres envies. Mais la vie de la chaîne continue. Bien évidemment, des vidéos vont continuer d'arriver, mais à un rythme moins élevé, peut-être plus travaillé. Et puis on se retrouvera sur ce magnifique format en vrai, tout simplement. Ça fait bizarre de dire ça. Mais sûrement plus de live aussi. sûrement plus de live qui vont arriver, bien évidemment, beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et puis on pourra bientôt faire ces émissions en vrai. Quelque chose qu'on a très très envie de faire dès la rentrée de septembre. En tout cas, on espère que vous continuez à suivre cette chaîne YouTube qui va continuer de se développer, bien évidemment, petit à petit. On vous fera suivre la Ligue des Champions, bien évidemment, en août et la fin des championnats. Merci à vous, en tout cas, de votre fidélité. Continuez à partager l'émission. Continuez à suivre l'Instagram et bien évidemment le Facebook qui va être alimenté pendant tout cet été pour suivre les actualités football. Des lives qui vont arriver, bien évidemment. Brio l'a déjà dit. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous faites pour la chaîne YouTube. Ça continue d'augmenter et on compte bien ne pas s'arrêter là. Merci encore. Toutes les infos sur Insta, bien sûr. Bien évidemment. Dans la description, comme d'hab. Seront mis sur Insta, sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, blablabla. Et voilà, en tout cas, c'était pour vous remercier. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Continuez à regarder du football. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube.